Oui, alors pour cet exposé, je vais partir du principe quasi inverse de celui de Monsieur Gay ce matin, à savoir le principe que il faut essayer de montrer que les lois de la nature ne changent pas et que c'est même ce que les sciences et leur objectivité requièrent. Donc le problème métaphysique de l'induction, je le présente rapidement, même si tout le monde le connaît maintenant à peu près généralement, est celui de prouver un principe général d'induction que Hume formulé de la manière suivante: toutes les inférences à partir de l'expérience supposent en guise de fondation que le futur ressemble au passé ou ressemblera au passé. Et Russell, bien plus tard, écrit que le problème que nous devons discuter est de savoir si nous avons une bonne raison de croire que ce qui est appelé le principe d'uniformité de la nature est vrai. La croyance en l'uniformité de la nature est la croyance que tout ce qui est arrivé ou arrivera est l'instance d'une loi générale à laquelle il n'existe aucune exception. Avons-nous raison, en supposant que les lois ont toujours été valides ou se sont toujours appliquées par le passé, de supposer qu'elles continueront de s'appliquer, de tenir, hold, dans le futur? Ce principe d'uniformité, que je vais appeler PU dans la suite, dit donc, ou affirme donc de manière générale, que pour tous les faits d'une certaine classe, les faits non observés obéissent à la même loi que les faits que nous avons observés. Et c'est ainsi formulé que ce principe peut, si on cherche à fonder métaphysiquement les raisonnements inductifs, leur offrir un tel fondement. Et le problème qui est bien connu que pose ce principe, c'est qu'il ne peut pas être prouvé, il ne peut être prouvé qu'a posteriori, s'il est vrai, il n'est qu'une vérité contingente, mais il ne peut pas être prouvé a posteriori parce que l'inférence qui permettrait de l'établir est forcément circulaire dans la mesure où ce principe est à lui-même la forme d'une régularité. Il ne pourrait être que généralisé à partir de l'expérience, ce qui présupposerait que les inductions, en l'occurrence que cette induction, est valide et donc présupposerait le principe lui-même. Donc s'il ne peut pas être prouvé, nous sommes conduits au scepticisme inductif. La thèse que je vais essayer de soutenir ici est qu'un principe métaphysique pour les inductions ne devrait affirmer que l'existence de lois de la nature et non pas, en tout cas pas nécessairement, le fait qu'elles ne changent pas, que nous n'avons pas besoin de prouver cela. Et la raison principale, évidemment, est qu'il serait, à mon avis, faux de supposer qu'une loi de la nature, si elle existait, serait amenée à changer sur la classe de faits pertinents pour elle, par exemple dans le temps. Et je pense qu'une loi de la nature ne peut pas à la fois exister et donc s'appliquer, ou j'ai mis gouverner ici, certains faits d'une certaine classe jusqu'à un certain temps, et cesser ensuite de s'appliquer ou disparaître ou être remplacé par une autre loi qui la remplacerait et qui s'appliquerait à son tour. Et en termes de présupposition pour cet exposé, et c'est peut-être d'ailleurs une faiblesse de l'exposé, c'est que je ne vais pas aborder ou présenter de théorie ontologique spécifique des lois de la nature, mais je présuppose assez largement que les lois ne sont pas des régularités factuelles, et donc c'est une position non régulariste qui est en arrière-fond de cet exposé. Je ne sais pas si les arguments que je vais présenter s'appliqueraient ou marcheraient aussi bien si on se plaçait dans un cadre régulariste. Pour le plan de ce qui suit, je vais d'abord présenter un argument conceptuel fondé sur la notion de périmètre de loi. Ensuite, je vais explorer, disons, trois possibilités de sortir de cet argument ou de contredire cet argument. Ensuite, je vais formuler deux nouveaux arguments pour l'idée que les lois de la nature ne peuvent pas changer. L'un qui sont des arguments épistémologiques, l'un qui est fondé sur les prédictions que font les scientifiques, les prédictions à partir d'hypothèses nomologiques. Quatrièmement, un argument fondé sur la régression du législateur, qui est engendré par le problème de l'inférence dont Madame Engelhardt a parlé tout à l'heure. Et enfin, je vais proposer une critique de ce que j'ai appelé le principe formel de l'uniformité, qui est à distinguer du principe de l'uniformité standard, et qui dit, ce principe formel, que les lois de la nature, si elles existent, un principe conditionnel, les lois de la nature, si elles existent, produisent ou se manifestent par des régularités phénoménales. Et c'est en fait au fond ce principe-là qui me semble au cœur de l'erreur qui consisterait à croire que les lois de la nature pourraient changer.
Alors pour commencer, je dois présenter la notion de périmètre de loi. C'est une notion qu'on peut d'abord définir intuitivement. Le périmètre nomique, que j'appelle C d'une loi L, c'est tout simplement la classe des faits particuliers auxquels elle est censée s'appliquer. Par exemple, s'il existe une loi de la gravitation, son périmètre, c'est la classe de toutes les interactions gravitationnelles entre des corps massifs. Et les défenseurs, ou celles et ceux qui pensent que nous avons besoin de montrer un principe d'uniformité, pensent qu'il est possible que sur un même périmètre, deux lois ou plus sont successivement valides. Par exemple, que sur un même périmètre, le périmètre des interactions gravitationnelles, on peut avoir deux lois différentes de la gravitation qui sont successivement valides et qui gouvernent des faits distincts dans le temps. Donc si le principe d'uniformité est vrai, sa vérité est censée nous débarrasser de cette possibilité, écarter cette possibilité en assurant qu'une seule loi ne vaut sur son périmètre, sur le périmètre nomique C. Je fais une remarque ici qui est importante pour comprendre l'importance de la notion de périmètre. Ce ne serait pas, à mon sens, un problème pour l'induction, et c'est là peut-être qu'il y a une discussion à avoir avec le système de Lewis et ce que M. Gay a présenté tout à l'heure, mais à mon sens, ce ne serait pas un problème pour l'induction si différentes lois devaient s'appliquer sur des périmètres différents, même si ces périmètres peuvent être proches par ailleurs. Par exemple, si une loi de la gravitation s'appliquait sur des phénomènes gravitationnels, des interactions gravitationnelles, pendant qu'une loi d'électrodynamique s'applique sur des interactions électromagnétiques, évidemment, ce sont deux lois différentes sur deux périmètres différents et ça ne pose aucun problème pour l'induction, parce que les périmètres sont distincts. Si on suppose maintenant, deuxième exemple, qu'il existe deux périmètres distincts qui correspondent à deux types différents d'interactions gravitationnelles, si par exemple le phénomène de la gravité, ou ce que les physiciens appellent la gravité, change de nature à un certain moment ou entre deux époques de l'univers, alors ce sont bien deux périmètres distincts, puisque ce ne sont pas des phénomènes gravitationnels dans le même sens. Et donc si deux lois s'appliquent sur ces deux périmètres différents, à nouveau, ça ne devrait pas poser problème non plus pour l'induction, parce que chaque loi vaut sur son périmètre, et pas sur le périmètre voisin, aussi proche soit-il. Peut-être que les scientifiques peuvent avoir des problèmes pour distinguer des périmètres qui peuvent être proches, mais on peut aussi être confiant à l'égard de la possibilité qu'empiriquement, progressivement, on découvre que deux périmètres nomiques qu'on avait confondus, qu'on avait tenus pour des phénomènes de la même sorte, nomologiques, sont en réalité distincts. Et que par exemple, la masse gravitationnelle n'est pas pareille que la masse inertielle. Donc, un périmètre nomique C est la classe des faits qui sont supposés être instances de la même loi. Ils devraient être instances de la même loi, mais précision ici, ils sont censés être instances de la même loi. C'est une notion ici qui peut être ambiguë, et je veux simplement signaler que la notion de périmètre nomique n'est pas seulement une notion épistémique, mais aussi et surtout une notion ontologique. Les scientifiques peuvent faire l'hypothèse, et le font même dès qu'ils font des inductions, peuvent faire l'hypothèse qu'une certaine classe de faits est un périmètre nomique, c'est-à-dire que c'est un ensemble de faits qui, d'après cette hypothèse, sont gouvernés par une loi de la nature. Et à partir de cette supposition, par induction, il est possible, espérons, d'induire ou d'inférer quelle est cette loi de la nature. Une fois qu'on a supposé que ce périmètre de fait n'est pas accidentel, mais est bien nomique. Mais ce que je suppose ici, c'est que une classe de fait est un périmètre nomique, et que ce qui le rend nomique, ce qui rend ce périmètre nomique, c'est bel et bien quelque chose à propos de ces faits. Que ce n'est pas simplement une notion épistémique, mais qu'il y a quelque chose qui distingue en soi, j'allais dire, les régularités accidentelles, par exemple, des périmètres nomiques. Et c'est en cela peut-être que ce n'est pas compatible avec le régularisme. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc un périmètre nomique, je le redis à nouveau, c'est un ensemble de faits qui sont supposés être, même si on le suppose aussi épistémiquement, mais qui sont supposés être, qui devraient être instances de la même loi,
Mais, conçoit-on, il est possible que, néanmoins, deux faits qui appartiennent à ce même périmètre, qui devraient être instances de la même loi, ne le soient pas, car deux lois différentes s'appliquent successivement, et entre ces deux lois différentes, ou entre ces deux portions du périmètre sur lesquelles s'appliquent des lois différentes, arriverait ou se produirait une irrégularité nomique. Et c'est cette possibilité-là des irrégularités nomiques que dont j'essaie de montrer l'impossibilité. Alors, soit deux faits qui appartiennent au même périmètre nomique, alors par définition, et c'est un premier argument que j'essaie de chercher ici plus que de présenter formellement, si ces deux faits qui appartiennent au même périmètre nomique, par définition, ces deux faits sont instances de loi, au moins d'une loi chacun. Parce que, par définition, un périmètre nomique ne regroupe pas des faits bruts et accidentels, mais des faits qui sont instances de loi. Et on ajoute que ces deux faits sont censés être instances de la même loi. Sinon, il n'y a pas de problème de changement de loi. Mais dire cela projette une sorte d'indétermination qui en réalité n'existe pas, parce que ou bien ces deux faits sont instances d'une loi qui est la même, ou bien ces deux faits sont instances de deux lois différentes. S'ils sont instances de la même loi, de fait, alors dans ce cas, la loi ne change pas, et donc dans ce cas, la possibilité que la loi change est écartée. Il n'y a pas d'irrégularité nomique. S'ils sont instances de deux lois différentes en eux-mêmes, pourquoi devrait-on les classer encore ensemble? Pourquoi, en vertu de quoi, appartiendraient-ils au même périmètre nomique? Pourquoi est-ce que deux faits qui sont instances de deux lois différentes devraient néanmoins obéir à la même loi? Et c'est sur cette question-là que je vais bâtir le premier argument, avec la thèse importante suivante, que si deux faits sont instances de deux lois différentes, alors il n'y a rien en vertu de quoi ils appartiennent ou appartiendraient à un même périmètre nomique, et donc on se retrouverait dans le même cas que le cas des deux sens de gravité, des deux périmètres de faits distincts. La raison ou l'argument principal que je propose ici est de dire que deux faits qui appartiennent à un même périmètre nomique doivent forcément être instances de la même loi, ou par contraposition que deux faits qui ne sont pas instances de la même loi n'appartiennent pas au même périmètre nomique. Et la suivante, c'est tout simplement de dire qu'un périmètre nomique, en réalité, dans son extension, et peut-être même dans son existence, mais je ne le défends pas ici, dans son extension en tout cas, est déterminé par l'existence d'une loi. Et que c'est l'existence d'une loi et d'une loi précise, d'une loi déterminée, qui définit l'extension d'un périmètre nomique, et donc quels sont les faits qui tombent sous elle. L'extension d'un périmètre est donc déterminée par quelle loi existe, quelle loi précise existe. Donc si par définition, dans ce cas, par définition, ou en vertu de ce que je viens de dire en tout cas, un périmètre est simplement la classe des instances de la même loi, alors automatiquement, il ne peut pas y avoir plusieurs lois sur un même périmètre. Pour essayer d'étayer cette idée que un périmètre d'instance nomique est défini par quelle loi existe, on peut considérer déjà la situation épistémique suivante. Nous avons un certain nombre de comportements gravitationnels qui sont observés entre les corps et qui sont compatibles avec deux hypothèses H et H', mais ces deux hypothèses portent sur deux possibles lois de la gravitation qui sont distinctes, et donc comme ces deux lois sont distinctes, de plus, elles conduisent à formuler des prédictions différentes concernant les interactions gravitationnelles non observées. Et donc, selon que c'est H' ou H qui est l'hypothèse vraie, et donc selon quelle loi existe, les futures interactions gravitationnelles sont différentes. Et donc, en fonction de ces deux hypothèses, ou ces deux hypothèses sont aussi deux manières d'ajouter aux interactions observées des interactions non observées qui sont différentes. Et donc les deux périmètres d'instance, par leur portion non observée, sont distincts selon quelle loi est vraie. Donc si on se place dans cette situation-là, on comprend que à partir de cette situation, on est conduit à postuler que c'est la loi, selon quelle loi existe, c'est la loi qui détermine le périmètre de ces instances,
Et donc, si le périmètre est entièrement dépendant de la loi qui existe, alors il ne peut pas exister, par définition, une autre loi sur ce même périmètre. Je passe rapidement sur cette diapositive. En réalité, j'y réfléchi cette nuit et je ne crois pas que l'argument devrait être présenté de cette manière-là, mais la conclusion est importante. J'ai l'impression que ce que j'ai dit ici présuppose, et c'est assez clair en réalité, présuppose que une loi doit s'appliquer sur l'entièreté du périmètre nomique. Ce qui, en un sens, revient à présupposer ce que je veux démontrer, à savoir que il ne peut pas y avoir plus d'une loi sur un même périmètre nomique. Donc, en réalité, une manière plus simple de présenter l'argument serait de dire qu'un périmètre nomique ne peut être rien d'autre que la classe des instances d'une même loi, parce qu'un périmètre nomique est la classe de tous les faits sur lesquels une loi s'applique si elle existe. Donc l'argument consiste tout simplement à dire que notre concept de loi, ou celui dont nous avons besoin, et c'est là-dessus après que je vais appuyer, le concept de loi dont nous avons besoin doit être fourni avec son périmètre d'application. Et donc, par définition, une loi doit s'appliquer sur l'ensemble des faits de ce périmètre. Et ce sera dans les sections 3 et 4 que je vais essayer d'argumenter en faveur de cette idée qu'une loi ne doit pas conceptuellement être fournie sans son périmètre d'application, sans quoi elle ne sert tout simplement à rien épistémiquement. Mais pour maintenant, pour la prochaine section, je vais tout simplement essayer de renverser le fardeau de la preuve en demandant à un adversaire supposé en vertu de quoi deux faits qui sont instances de deux lois différentes devraient appartenir malgré tout au même périmètre et donc devraient par eux-mêmes pourtant être instances de la même loi. Donc sur quel fondement est-ce qu'on peut quand même regrouper des faits qui sont instances de lois différentes dans un même périmètre nomique et sur ce fondement dire que la loi a changé et qu'ils auraient dû pourtant obéir à la même loi. Alors j'ai essayé d'imaginer trois possibilités pour justifier ça. Une première possibilité serait de dire qu'un périmètre nomique peut exister et avoir son extension déterminée indépendamment de quelle loi se trouve exister, parce que pour appartenir à un périmètre nomique, il est simplement nécessaire d'avoir telle ou telle propriété qualifiante, au titre desquelles un fait appartient bel et bien à ce périmètre. Par exemple, pour entrer dans le périmètre nomique d'une loi ou de plusieurs lois de la gravitation, peut-être qu'il suffit d'être un corps massif, d'avoir des propriétés cinématiques, d'avoir une trajectoire et d'instancier par exemple des vitesses, et que ces deux seules propriétés qualifient ce fait ou cet objet à entrer dans le périmètre d'une ou plusieurs peut-être lois de la gravitation. Et si on prend cette solution des propriétés qualifiantes, alors deux corps peuvent effectivement appartenir au même périmètre tout en étant sujets à des lois de la gravitation différentes. Mais une critique qu'on peut faire à l'égard de cette solution, cette porte de sortie, est tout simplement de dire que posséder ces propriétés qualifiantes ne fait pas d'un fait une instance de loi. Or, un périmètre nomique, d'après la définition que j'ai donnée au début, contient pour membres des instances de loi. Par exemple, les instances d'une loi de la gravitation, ce ne sont pas simplement des corps massifs, mais ce sont des interactions gravitationnelles entre les corps. Ou ce sont des corps en tant qu'ils ont, ou ayant, ou entrant en interaction gravitationnelle avec d'autres. Donc ce sont, si l'on veut, peut-être des faits, c'est la remarque que je mets en bas de la diapositive, des faits ou des états de choses, mais pas des objets individuels avec des propriétés qualifiantes. Autre exemple, les instances d'une loi selon laquelle toutes les pièces de cuivre conduisent l'électricité ne sont pas simplement des pièces de cuivre, mais ce sont les faits que les pièces de cuivre ont tel ou tel comportement conducteur, tel ou tel comportement électromagnétique. Donc ici, la différence est à tracer entre le simple fait de posséder telle ou telle qualité et le fait d'être instance d'une loi, et le premier ne permet pas suffisamment de qualifier les faits ou les objets dans des périmètres nomiques. Une autre raison est que si on accepte cette conséquence, alors
la notion de périmètre nomique ne permet plus de faire la différence avec l'idée de régularité accidentelle ou de classe accidentelle de fait. Parce que si on accepte l'idée que les membres d'un périmètre nomique ne sont pas forcément instances de loi, mais simplement des faits qui sont tels ou tels, such or such, alors cette notion ne permet pas de rendre compte de la distinction entre classe accidentelle de fait et justement périmètre nomique, ou classe d'instances de loi. Une autre solution qui semble assez intuitive en réalité serait de dire que serait d'admettre des types déterminables, à la fois de loi et d'instances de loi. On pourrait dire par exemple que deux comportements gravitationnels de corps ou deux interactions gravitationnelles n'obéissent pas à la même loi ou ne sont pas instances de la même loi, mais sont pourtant deux interactions gravitationnelles. Et donc sont deux déterminations d'un type commun qui est le type plus général d'être une interaction gravitationnelle. On pourrait dire aussi que par conséquent, l'ensemble des faits qui ont simplement le type déterminable, ou qui instancient simplement le type déterminable être une instance gravitationnelle, instancie par conséquent ce type d'instance nomique être instance d'une loi de la gravitation. Et donc toutes les interactions gravitationnelles, en ce sens seulement déterminables, sont instances d'une loi de la gravitation, mais on peut après admettre que au sein de ce périmètre-là, ce soit différentes lois qui s'instancient, différentes lois de la gravitation, et donc que les instances soient déterminées comme interactions gravitationnelles différemment. La seule crainte qu'on peut avoir à l'égard de cette solution, c'est celle peut-être d'une circularité, parce que si on veut spécifier ce que peut vouloir dire être instance d'une loi de la gravitation, en général, alors il faut dire ce qu'est une loi de la gravitation, en général, et indépendamment de telle loi particulière ou telle autre loi particulière. Et donc, ça nous demande d'admettre alors un type déterminable de loi, et pas seulement d'instance de loi. Et peut-être que si on pose ensuite la question qu'on doit se poser, à savoir qu'est-ce qu'une loi de la gravitation en général, qu'aurait en commun ou que sauraient en commun des lois de la gravitation déterminées et différentes, la solution intuitive ou la réponse intuitive qu'on a, c'est de dire que une loi de la gravitation en général gouverne des phénomènes d'interaction gravitationnelle. Et donc, on caractériserait le type déterminable de loi par le type déterminable d'instance duquel on était parti. Et donc, ça serait une forme de circularité si on en restait à ce niveau-là d'analyse. Une troisième solution, qui est en fait appelée par la précédente, serait de dire que on pourrait déterminer partiellement un type d'instance juste suffisamment pour définir un périmètre nomique, tout en laissant des lois déterminées ensuite s'appliquer sur des portions différentes du périmètre et déterminer plus complètement ce que sont ces instances. Par exemple, on pourrait dire qu'être une interaction gravitationnelle, qui unifierait donc le périmètre pour une telle loi, être une instance gravitationnelle, une interaction gravitationnelle, c'est tout simplement être un ensemble de corps qui sont massifs, qui ont des propriétés cinématiques, et par exemple qui sont sujets à une force centrale attractive. Et on pourrait ensuite considérer que cela suffit à former un périmètre nomique. Tous ces faits devraient être instances d'une loi de la gravitation, et ensuite que ce sont des lois de la gravitation peut-être différentes qui ensuite déterminent différemment, par exemple, la valeur ou la norme de cette force centrale, ou la manière dont cette force gravitationnelle varie en fonction de la distance des corps. On pourrait considérer qu'elle diminue avec le carré de la distance, avec le cube de la distance, etc. Donc c'est la tentative de déterminer partiellement le type être une instance de loi de la gravitation ou être une interaction gravitationnelle. Ce que je crains ici, c'est que cela ne marche pas à nouveau, parce que le périmètre C, qu'on définit ainsi, tout simplement est le périmètre d'une loi unique qui est simplement partiellement déterminée. On dit de cette manière-là uniquement qu'il existe une loi qui est unique et qui impose à ces instances qu'elles soient sujettes à une attraction centrale, ou à une force centrale, dont la norme reste indéterminée.
Donc en un sens, on ne dit que cela, et sur ce périmètre-là, la thèse que j'ai proposée avant s'applique à nouveau, à savoir que ce périmètre-là semble bien être défini comme l'ensemble des instances de cette loi, et donc il est déterminé, et sa détermination dépend de l'existence de cette loi. Et ensuite, rien ne force ou rien ne rendrait nécessaire que des lois plus déterminées existent, d'ailleurs sur ce périmètre. On pourrait très bien vivre dans un monde où les corps sont soumis à une force centrale dont la valeur n'est pas déterminée, après tout, pourquoi pas, ou dont la valeur change de manière non régulière ou non nomique. Et dans ce cas, il n'y a juste simplement rien d'autre à dire, mais on ne peut pas non plus dire que la loi change, c'est simplement une unique loi. Et si on dit au contraire que le fait d'être un corps massif, le fait d'avoir des trajectoires, et le fait d'être sujet d'une attraction centrale qualifie les corps à être instance d'une loi qui dit quelle est la valeur de cette attraction en fonction de la distance, alors on revient à la première solution qui est celle des propriétés qualifiantes. Donc jusqu'ici, j'ai essayé d'argumenter. Il me reste 10 minutes, à peu près. Ouais, on a commencé un peu en retard, mais c'est 20 minutes. Jusqu'ici, j'ai essayé de montrer qu'il n'y a pas de manière suffisamment précise ou claire pour définir ce que serait un périmètre nomique indépendamment de la loi précise qui vaudrait sur lui, alors qu'au contraire, il me semblait très clair de dire que, en tout cas suffisamment attractif, de dire qu'un périmètre nomique est déterminé par quelle loi, de fait, est le cas, et donc, évidemment, qu'une seule loi ne peut valoir sur un périmètre. Et je propose maintenant deux nouveaux arguments qui reposent sur ce que devrait nous permettre de faire le concept de loi de nature, de loi de la nature plus épistémologiquement cette fois. D'abord, une loi de la nature devrait nous permettre, ou devrait fonder suffisamment bien le fait de faire des prédictions nomologiques, des prédictions à partir d'hypothèses nomologiques sur un même périmètre nomique. Et ensuite, et ça c'est beaucoup plus sujet à débat je pense, un concept adéquat de loi de la nature devrait nous assurer que les lois de la nature, si elles existent, et même si elles ont les bonnes propriétés, comme la stabilité, alors les lois de la nature donc, devraient nous donner une solution métaphysique au problème de l'induction. Or, je vais montrer avec la régression du législateur qu'au contraire, ça n'est pas le cas. Donc d'abord, un argument épistémologique. Si nous supposons qu'il existe une loi de la nature, elle, et que, comme le pensent les tenants du principe d'uniformité, et que l'existence de cette loi et son application à certains faits du périmètre C n'entraîne pas qu'elle doit valoir aussi sur tous les autres faits du périmètre, mais qu'au contraire, cette loi peut changer ou être remplacée par une autre. Supposons cela, et supposons aussi que nous avons une hypothèse nomologique, H, qui essaye de décrire une loi pour le périmètre C, et supposons que cette hypothèse est bien confirmée par une partie ou la portion observée du périmètre. Alors, si cette hypothèse est nomologique, si l'hypothèse H est nomologique, elle doit nous offrir un fondement suffisant pour tirer des prédictions concernant les faits que nous n'observons pas. Mais dans ce cas, la question est de savoir ce que décrit H, l'hypothèse nomologique. Qu'est-ce qu'on doit viser par une hypothèse nomologique et donc qu'on appellerait loi de la nature. Si les lois de la nature, ce sont seulement ce que j'ai appelé L juste en haut, à savoir quelque chose qui peut s'appliquer sur une partie du périmètre, mais pas sur tout le périmètre, dans ce cas, nous ne pouvons pas, à partir de H, tirer une prédiction nomologique, mais on doit supposer en plus que la loi L vaut sur tout son périmètre. Autrement dit, on doit supposer l'application uniforme de la loi L sur tout son périmètre. Dans ce cas, ce qui nous fonde à faire des prédictions, ça n'est pas L, mais c'est la régularité suivante sur tout le périmètre de C, ou tout fait qui appartient à C, alors C est instance de L. Et dans ce cas, c'est cette régularité-là qui, en réalité, est désignée par l'hypothèse H et qui joue le rôle de loi de la nature. Et donc, si ce que nous appelons loi de la nature, c'est ce
qui, en existant, permet à nos hypothèses nomologiques de tirer des prédictions, alors la loi de la nature, en réalité, c'est la régularité que je viens de dire, à savoir que tous les faits de C sont instances du périmètre, sont instances de la loi L. Or, cette régularité-là ne change pas, puisque par définition, elle porte sur tous les faits du périmètre, et elle dit la même chose de tous les faits du périmètre. Donc si on suit cet argument, en réalité, ce qu'on appelait loi jusqu'ici, et dont on supposait que ça pouvait changer, ne devrait pas être appelé loi. Ce qui est une loi ici, c'est le fait que ce L s'applique, s'instancie sur tous les cas du périmètre. Et enfin, un autre argument qu'on peut dire épistémologique, même s'il nous concerne plus, nous, métaphysiciens, il consiste à dire que le problème humien de l'induction, à savoir le fait qu'on ait besoin de prouver un principe d'uniformité de la nature, fait en sorte que, ou entraîne le fait que le fondement qu'on peut donner à l'induction disparaît dans la régression vicieuse que Van Fraassen, dans Laws and Symmetry, avait appelé la régression du législateur. J'appelle ici le problème humien de l'induction le fait que l'existence, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'existence d'une loi L qui s'instancie partiellement sur C n'est pas suffisante pour fonder l'induction, mais on doit ajouter le fait que cette loi s'instancie régulièrement ou uniformément sur son périmètre. Cet ajout-là correspond à un décret d'application, si on suit l'idée d'une régression du législateur, à la loi L doit s'ajouter, pour fonder l'induction, un décret d'application qui est une régularité et qui dit la chose suivante. Donc, pour tous les faits de C, ce fait est une instance de la loi L. Donc c'est un décret qui met en application la loi L sur l'ensemble du périmètre. Mais comme ce décret est à son tour une régularité, comme je l'ai dit, alors ou bien cette régularité est une coïncidence à son tour, auquel cas elle ne permet pas de fonder l'induction, ou bien cette régularité est à son tour nomique, au contraire, et donc correspond à un nouveau périmètre nomique de fait, et donc à nouveau on doit se poser la question, si cette régularité correspond à une loi, est-ce que cette loi s'applique bel et bien sur tout ce périmètre nouveau qui vient d'être engendré. Donc vous devinez, je passe un peu vite, mais vous devinez la régression du législateur ici, qui est que le même problème d'uniformité d'application se pose à tous les niveaux de lois qui s'enchaînent. Donc je passe un peu vite pour en arriver à la dernière partie de l'exposé, qui porte sur ce que j'appellerais le principe formel de l'uniformité. Si on suit les arguments précédents, donc, d'après moi, nous n'avons pas besoin de postuler qu'une loi ne change pas, parce que si elle existe, par concept ou conceptuellement, elle ne doit pas changer. Soit une loi existe, auquel cas l'induction est fondée, et il ne reste plus qu'à savoir si c'est bien, si le périmètre de fait auquel nous faisons face correspond bien à une loi ou pas. Mais si une loi existe, il n'y a pas besoin de démontrer son uniformité, ou bien une loi n'existe tout simplement pas, et les faits que nous avons en face de nous ne sont pas des instances de loi, et donc sont accidentels. Mais il reste néanmoins un problème à affronter, qui est le suivant. Que faire si, et c'est certainement cette situation-là que Hume, ou que les Humiens ont en tête, que faire si, après avoir observé une longue régularité phénoménale, surgit une irrégularité, une rupture dans les phénomènes? Est-ce qu'il n'est pas tout de même légitime d'inférer à partir de là que les lois de la nature ont changé? Autrement dit, la question est la suivante. Est-ce qu'il est légitime d'inférer à partir d'une irrégularité phénoménale qu'est survenue une irrégularité nomique? Et c'est cette dernière question-là que je vais aborder. Donc supposons que jusqu'à la date T, les corps se sont comportés de manière régulière, d'une manière donc, qui est conforme à la loi L. Ici c'est plutôt une hypothèse, donc c'est un énoncé H, pardon, mais qu'après T, les corps changent abruptement ou soudainement de comportement, que par exemple ils accélèrent les uns entre les autres, à l'égard des autres plus rapidement. Et à partir de là, trois options sont possibles. On peut soit maintenir qu'une loi L s'appliquait bien avant T, mais inférer à partir de l'irrégularité phénoménale que c'est une irrégularité nomique qui s'est produite, et que c'est une nouvelle loi L' qui a pris la suite de la loi L et qui dorénavant gouverne les faits du même périmètre. Soit petit b,
on maintient que l'ensemble de ces faits est bel et bien le périmètre d'une unique loi, mais on infère, à partir de l'irrégularité observée, que cette loi, l'hypothèse de la loi L qu'on avait avant était tout simplement fausse, et que avant T, c'était déjà une autre loi qui est inconnue, puisqu'on se trompait, qui était inconnue et qui est toujours inconnue, et qui gouvernait pourtant bel et bien les phénomènes comme elle continue de les gouverner après la rupture phénoménale. Soit, évidemment, dernièrement, on considère que cette rupture phénoménale est trop forte et qu'elle nous signale qu'en réalité, jusqu'ici, la régularité observée était simplement accidentelle et que ce périmètre de fait n'est gouverné par aucune loi du tout, et qu'on a enfin atteint le moment de s'en rendre compte avec cette rupture. Ce que je veux montrer maintenant, tout simplement, est que l'inférence ou l'option A n'est pas légitime, mais qu'on peut simplement se replier en cas de rupture phénoménale sur les options B ou C. Lorsqu'on considère qu'une irrégularité phénoménale impliquerait ou permettrait d'inférer une irrégularité nomique, on considère, autrement dit, en prenant la contraposée, qu'une régularité nomique, à savoir qu'un certain nombre de faits obéissent à la même loi, ou sont instances de la même loi, devrait impliquer une régularité phénoménale, à savoir que tous les faits, en gros, se ressemblent, qu'on ne détecte aucune rupture phénoménale. Et c'est ce principe que j'appelle principe formel de l'uniformité, qui dit que si une loi existe, alors elle se manifeste dans les phénomènes par une uniformité ou une ressemblance, disons. Elle est différente donc du principe matériel de l'uniformité, qui dit que les lois existent effectivement et qu'elles sont stables. Mais je pense que ce principe donc est non légitime pour trois raisons. Bon, la première raison, je vais passer assez rapidement dessus, consiste à dire qu'il subit en réalité le même sort, ou la même critique humienne que le principe matériel d'uniformité. Le principe formel d'uniformité ne pourrait être prouvé qu'a posteriori, parce qu'il est, s'il est vrai, il est simplement une vérité contingente, tout simplement parce qu'on peut imaginer des lois qui sont les mêmes, mais qui produisent ou qui se manifestent par des irrégularités dans les phénomènes. Par exemple, la loi que toutes les émeraudes sont bleues, si elle est vraie, se manifeste par une irrégularité phénoménale, au niveau des rapports de ressemblance entre les qualités des faits particuliers. Et puis, sans vraiment explorer l'hypothèse ou la possibilité de considérer que la théorie Mond, la Modified Newtonian Dynamics, propose quelque chose de ce genre, à savoir une théorie du mouvement dans lequel le principe F égale ma, la proportionnalité entre la résultante des forces et l'accélération et la masse, se modifie pour des corps qui sont très très éloignés et aussi très massifs, mais surtout en fonction de la distance, de telle sorte que ce principe newtonien s'appliquerait aussi à des phénomènes comme les rotations des galaxies ou des amas de galaxies qui posent problème à la loi de Newton standard. Et donc un même principe, une même loi ici, resterait la même tout en produisant une irrégularité dans le comportement gravitationnel ici des corps. Mais je ne suis pas certain qu'en réalité ce soit du même genre d'irrégularité que par exemple toutes les émeraudes sont bleues. Mais si ce principe est une vérité contingente, néanmoins il ne peut pas être prouvé par expérience parce que sa preuve impliquerait le principe matériel qui lui-même pose problème. Bon, à vrai dire, j'ai pas vraiment réfléchi à cette voie, donc je dis simplement ça de manière assez cavalière, disons. Du fait qu'à partir, jusqu'à aujourd'hui, les lois se soient manifestées de manière régulière, on ne peut pas inférer que toutes les lois se manifestent de manière régulière, ou continueront de se manifester de manière régulière, sans présupposer donc l'uniformité de la nature, ou l'uniformité des voies de la nature. C'est pas, selon moi, l'attaque la plus convaincante contre ce principe. La deuxième attaque n'est pas non plus parfaitement convaincante, mais me semble intéressante pour réfléchir justement à l'articulation entre le problème métaphysique de l'induction et le problème épistémique des inductions particulières. Il consiste à dire que le principe formel d'uniformité entre en conflit avec les situations épistémiques inductives standards. Si on considère qu'une situation inductive épistémique standard consiste dans ces deux points, des scientifiques font la supposition
que certains faits sont gouvernés par une ou plusieurs lois, en tout cas forment un périmètre nomique, qu'ils sont instances d'une loi, et à partir de cette supposition et des observations, de la portion observée de ce périmètre, ils infèrent par induction quelle loi cela peut être, en confirmant certaines hypothèses et en éliminant d'autres hypothèses. Mais au contraire, si on suit le principe formel d'uniformité, c'est en réalité l'inverse qui se passe, et on se situerait dans une situation inverse. Premièrement, en ayant observé certains faits réguliers du périmètre, on pourrait déjà supposer quelle loi devrait exister s'il en existe une, parce qu'en vertu, je vais l'expliquer plus loin, mais en vertu du principe d'uniformité, formel d'uniformité, puisqu'une loi ne peut se manifester que par une uniformité phénoménale et qu'on en observe une, alors ça détermine quelle loi peut exister. Et par conséquent, il ne reste au raisonnement inductif qu'à inférer l'existence, par conséquent, d'une telle loi. Par exemple, et souvent par une inférence à la meilleure explication, si on considère par exemple une somme d'émeraudes observées qui sont toutes vertes, si on présuppose le principe formel d'uniformité, à savoir que la loi qui gouvernerait la couleur des émeraudes doit se manifester par une régularité phénoménale, puisqu'on a observé déjà des émeraudes qui sont vertes, la seule loi possible qui reste, c'est forcément la loi qui impose à toutes les émeraudes d'être vertes. Que reste-t-il alors à induire ? Simplement que, puisque les émeraudes semblent avoir un comportement régulier ou avoir une couleur régulière, c'est qu'il existe alors une telle loi. Et donc ça a inversé la situation. La supposition porte sur quelle loi ne pourrait qu'exister, et l'inférence inductive atteindrait simplement l'existence de la loi. Ça a inversé la situation épistémique qui me semble pourtant être une situation standard où les scientifiques supposent qu'il existe des lois et cherchent à découvrir quelles sont ces lois. Ça semble inverser la situation. Et enfin, pour passer rapidement à la dernière raison qui me semble disqualifier le principe formel d'uniformité, il me semble, mais ça c'est vraiment un argument que je suis en train de travailler, donc je ne suis pas certain encore de sa validité, mais il y a une idée que j'ai envie de présenter. Il me semble qu'il rend certaines hypothèses inductives non homologiques, en un sens plus précis cette fois, en un sens goodmanien, où on appellerait une hypothèse H nomologique si et seulement si elle peut être légitimement confirmée par ses instances positives, mais aussi, j'ajoute, si elle peut être légitimement infirmée ou disconfirmée par des instances négatives. Et en particulier, une hypothèse ne pourrait pas être nomologique si elle ne pouvait pas avoir d'instance négative. Et c'est une idée assez intuitive. Si une hypothèse ne peut pas être falsifiée, si on prend un terme popperien, si une hypothèse ne peut pas être falsifiée parce qu'elle ne peut pas recevoir dans son périmètre d'instances négatives, alors elle n'est pas légitime, elle n'est pas nomologique en ce sens-là. Et l'argument que je vais proposer ici consiste à dire que si on admet le principe formel d'uniformité, alors les hypothèses inductives ne sont pas nomologiques parce qu'elles n'admettent pas la possibilité d'une instance négative. Supposons que, après avoir observé beaucoup d'émeraudes vertes, qui donc toutes semblent confirmer l'hypothèse que la loi est que toutes les émeraudes sont vertes, on observe néanmoins une émeraude bleue. Une interprétation standard de ce qui se passe à ce moment-là épistémologiquement serait de dire que cette nouvelle observation de l'émeraude bleue contredit une prédiction de H qui aurait prédit que toutes les émeraudes sont vertes, donc aussi celle-là doit être verte, et donc que l'hypothèse H est réfutée. Et donc, d'après cette interprétation standard, l'émeraude bleue serait une instance négative de l'hypothèse H, qui donc serait tout à fait légitime comme hypothèse, elle serait nomologique. Mais si on suit le principe formel, on admet déjà qu'une loi de la nature concernant la couleur des émeraudes ne peut être que le fait qu'elles sont toutes de la même couleur, puisque ce principe impose l'uniformité phénoménale. Et comme on a déjà observé quelques émeraudes vertes, cette couleur est forcément la couleur verte. Donc, une émeraude bleue ne peut pas être instance de la même loi que des émeraudes vertes, en vertu même de ce principe et avant même que nous commencions l'inférence inductive. Donc, une émeraude bleue
ne pouvant pas être instance de la même loi que les émeraudes vertes, ne peut pas réfuter ou infirmer nomologiquement, disons, une hypothèse qui avait été confirmée par les émeraudes vertes. Si, pour le dire autrement, le principe formel d'uniformité implique qu'une loi ne peut avoir que des instances positives, alors il rend cette hypothèse non légitime, puisqu'on ne permet plus à l'hypothèse de s'offrir à la réfutation empirique. Plus généralement, et je vais m'arrêter ensuite là-dessus, plus généralement, le principe formel, en quelque sorte, brise la logique de la réfutation, parce que dès que le résultat d'une observation contredit la prédiction d'une hypothèse, les scientifiques peuvent très bien dire, dans ce cas, que l'hypothèse H, qui était bien confirmée jusqu'ici par les observations, était vraie, mais que soudainement, c'est la nature qui a déraillé et une nouvelle loi a remplacé la précédente. Donc, si on admet ça, cela veut dire que c'est toute la logique de la réfutation des hypothèses sur un ensemble de faits qui, en quelque sorte, est déraillée. Pour, au contraire, assurer la réfutabilité d'une hypothèse à partir d'observations futures qu'on n'a pas encore menées, on doit maintenir, au contraire, que les cas futurs, les cas non observés, quels qu'ils soient ou quels qu'ils s'avéreront être, seront instances de la même loi que les cas présents. Sans quoi, c'est toute la logique de la réfutation qui est mise à mal. Donc, il me semble qu'on ne peut pas inférer à partir d'une irrégularité phénoménale que ce sont les lois de la nature qui ont changé, mais uniquement que nous ne savons toujours pas quelle loi vaut sur l'ensemble du périmètre, ou bien qu'il n'y en a pas. Tout simplement. Donc pour fonder l'induction, à mon sens, il n'est pas nécessaire de montrer que les lois de la nature sont stables ou uniformes ou s'appliquent uniformément sur leur périmètre, mais tout simplement qu'elles existent, et en existant, elles font exister leur périmètre dans son extension, et donc s'appliquent uniformément à l'ensemble des faits qu'il contient. Je vous remercie.